Bien, bonjour et bienvenue donc à toutes et à tous. Bienvenue donc sur ce webinaire donc Parlons Foncier le direct, le rendez-vous mensuel proposé par la SAFER Occitanie. Un webinaire donc organisé exceptionnellement depuis le Salon international de l'agriculture, porte de Versailles ici à Paris, et retransmis donc en direct sur la chaîne YouTube de la SAFER Occitanie et la chaîne YouTube TV Agri. Donc je m'appelle Philippe Abran, je dirige l'agence conseil en communication K2 et j'ai la lourde charge donc de remplacer durant cette année 2023 Claire Horry, responsable communication de la SAFER Occitanie, donc pour l'animation de Parlons Foncier le direct. J'ai donc le plaisir d'animer ce webinaire consacré aux révolutions donc, du monde agricole et rural et à leurs conséquences donc, sur la question foncière. Alors en agriculture, c'est un fait, la démographie, les modes d'exploitation sont en train de vivre de profondes mutations et cela soulève de nombreuses questions. Parmi lesquels donc, le modèle français de l'exploitation familiale restera-t-il une exception ou est-ce qu'on se dirige vers une agriculture sans agriculteurs ? Quelles seront les conséquences déjà observables parfois de ces mutations pour l'accès au foncier et quels seront leurs impacts donc, sur le renouvellement des générations et celui des actifs agricoles. Enfin, notre souveraineté alimentaire est-elle menacée donc, par cette révolution? Quelques questions parmi beaucoup d'autres, vous allez le voir, auxquelles nous allons tenter durant l'heure qui vient d'apporter un éclairage donc, avec nos deux intervenants du jour. Et j'ai l'honneur donc, et le plaisir d'accueillir Bertrand Hervieux et Dominique Granier. Bonjour à vous deux. Bertrand Hervieux, donc vous êtes sociologue, j'ai envie de dire l'un des plus éminents observateurs de l'agriculture française de ces dernières décennies. Vous êtes membre de l'Académie d'agriculture de France, ancien président de l'INRA, devenu INRAE, ancien vice-président du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux. Et vous avez été directeur de recherche au CNRS, membre du CEVIPOF, le Centre d'études de la vie politique française. Et vous enseignez donc encore aujourd'hui à Sciences Po. Et vous avez récemment coécrit avec votre collègue François Purseigle un ouvrage très éclairant intitulé donc, « Une agriculture sans agriculteurs, la révolution indicible ». Ravi de vous accueillir Bertrand Hervieux. Dominique Granier, bonjour. Vous présidez depuis 2015 donc, la SAFER Occitanie, après avoir présidé la Chambre d'agriculture du Gard dont vous êtes originaire. C'est en effet sur ce terroir du Sud que se trouve votre exploitation familiale où vous avez grandi, un domaine viticole que vous managez encore aujourd'hui avec votre frère. Et puis j'ai envie de dire, celles et ceux qui vous connaissent un peu vous qualifient d'humaniste, de courageux, de tenace, des qualités qui vous aident probablement à relever les nombreux défis que soulève la question foncière et les enjeux liés au renouvellement des générations. Vous êtes un homme de terrain, un ardent défenseur du monde agricole et je crois qu'il y a le sens de la formule. Je vous ai lu quelque peu en juin 2019 lors de l'inauguration du mât des agriculteurs à Nîmes dont vous êtes à l'origine et qui réunit quelques 350 producteurs locaux. Vous aviez déclaré l'agriculture durable, d'accord, mais l'agriculteur durable d'abord. Voilà Dominique pour les présentations, ravi de vous accueillir également. Bertrand Hervieux, je me tourne tout de suite vers vous. Je le rappelais lors de votre présentation, vous venez de publier donc, un ouvrage coécrit avec François Purseigle intitulé « Une agriculture sans agriculteurs ». Dans les années 60, Michel Debatisse, célèbre syndicaliste et secrétaire d'État, parlait de lui de révolution silencieuse. S'agissant de qualifier donc les transformations de l'agriculture française de ces dernières décennies, en quoi est-ce qu'on peut parler, comme vous le dites dans votre livre, de révolution indicible? Est-ce que c'est de l'ordre de la prise de conscience ou à l'inverse du déni? Écoutez, peut-être ni l'un ni l'autre, d'une certaine façon. Je pense qu'effectivement, qu'est-ce que nous voulons dire par cette révolution indicible? Nous voulons dire que le modèle de l'exploitation familiale et plus précisément le modèle de l'exploitation conjugale, parce qu'en réalité, la modernisation de l'agriculture française, elle s'est faite sur des exploitations à 2 UTH, 2 unités de travail homme-année, comme on le disait. Et ce concept visait en réalité le travail du couple sur l'exploitation. Et ce que nous constatons aujourd'hui, c'est que ce modèle n'a pas disparu. Il faut pas exagérer. Il y a encore 15% des exploitants qui travaillent avec leur épouse, mais seulement 15%. Ce que nous voulons dire, c'est que ce modèle, il est extrêmement fragilisé. Il est fragilisé et nous le voyons au moins sur trois facettes des transformations de l'agriculture.
La première, c'est un effondrement démographique qui est quand même vraiment un vrai traumatisme. Aujourd'hui, dans la population française, les chefs d'exploitation, les co-exploitants ou ce qui reste d'aides familiaux, ça représente 1,5% de la population active française. C'est moins 75% en l'espace de 40 ans. Hein. C'est moins 20% en 20 ans. Aucune catégorie socio-professionnelle ne connaît un tel amenuisement démographique. Donc il faut en prendre conscience. Ça ne veut pas dire que c'est la fin de l'agriculture. Ça veut dire que ce sont des remaniements très profonds qui sont en train de se produire. Avec un phénomène sur lequel nous avons voulu mettre l'accent, à savoir une légère augmentation du salariat en agriculture et surtout, une augmentation très forte du salariat dans les entreprises qui travaillent pour l'agriculture. Donc ce sont des salariés qui font des travaux agricoles, qui ont des métiers de l'agriculture, mais qui sont employés par des entreprises de travaux, par des sous-traitants, etc. Bon, ça c'est un phénomène qui se développe énormément et qui donc représente un basculement très fort. Donc premier point, donc, ce choc démographique et cette substitution d'agriculteurs non salariés par des salariés, quoi, en fait. Ça c'est un premier phénomène. Deuxième phénomène, l'agriculture familiale, elle représentait une certaine homogénéité sur l'ensemble de la France. Or, ce que nous constatons sur les 20 dernières années, c'est une diversité accentuée des différentes formes d'exploitation. Si on reprend seulement le produit brut standard, bon, en gros, si vous voulez, les chiffres d'affaires des exploitations, on a clairement, sur 480 000 exploitations en France, on a 4 types d'exploitations. On a des micro-exploitations qui sont souvent en pluriactivité, qui sont des toutes petites exploitations, où l'on trouve quand même un phénomène intéressant qui est celui de l'agriculture urbaine ou des formes un peu innovantes d'exploitation. D'un point de vue culturel, ça n'est pas négligeable. Ensuite, on a 100 000 exploitations qui ont qu'on appelle des petites exploitations. Qui, elles aussi, ne permettent pas d'assurer un revenu annuel à l'exploitant. C'est dans cette catégorie d'exploitation que l'on trouve, pour la moitié d'entre elles, des revenus négatifs. Ensuite, on a 100 000 exploitations moyennes, qui sont en gros des exploitations familiales classiques, si vous voulez, plutôt dans l'élevage, plutôt dans le lait, hein. Et puis vous avez 80 000 exploitations qui représentent à peu près la moitié de la surface agricole utilisée en France, qui représentent plus de la moitié du chiffre d'affaires, qui représentent plus de la moitié de l'emploi et qui représentent plus de la moitié de la production brute standard. Donc vous voyez des écarts qui sont extrêmement importants et on ne peut plus, si vous voulez, ce qui nous paraît très important, c'est que on ne peut pas se contenter de dire l'agriculture française est diverse. Certes, elle est diverse, mais cette diversité, en fait, recouvre des écarts, des modes de production, des revenus, des productions que l'on ne peut pas considérer de même nature. Et c'est dans ces plus petites et ces moyennes exploitations que le nombre d'exploitations diminue le plus fort, et c'est dans cette dernière catégorie des très grandes exploitations que le nombre d'exploitations progresse finalement? Oui, vous avez raison. La seule catégorie d'exploitation qui voit son chiffre augmenter sur les 10 dernières années, c'est celle des plus grandes exploitations. Donc deuxième point clé donc, de ces évolutions, la montée en puissance des très grandes exploitations, tant par la surface exploitée que par le produit d'exploitation dégagé. Oui, mais surtout sur quoi nous voulons aussi attirer l'attention, c'est que ces exploitations, les plus grandes, sont de plus en plus complexes dans leur forme juridique, dans leurs contours économiques et dans leur production. Si vous voulez, ce sont des exploitations
où clairement on n'est plus dans un modèle où vous aviez en gros une unité de lieu de production avec le chef d'exploitation qui habite sur l'exploitation, qui travaille sur l'exploitation, qui détient le capital d'exploitation. Ces exploitations sont en train de se construisent autour de formes juridiques qui sont de plus en plus complexes. Généralement, une forme juridique pour le foncier, une autre forme juridique pour le capital d'exploitation, une autre forme juridique pour éventuellement le tourisme ou le commerce ou le conseil. Et il faut savoir qu'en plus, quand on prend dans ces grandes exploitations, notamment dans le bassin parisien, la moitié des chefs d'exploitation de ces grandes exploitations a une double activité à côté. Activité de conseil, activité diverses, enfin bon bref. Donc on est dans un contexte qui est beaucoup plus complexe, fluide et un peu invisible. C'est le troisième point clé de l'évolution, la montée en puissance du phénomène sociétaire dans le monde agricole? Oui, puisque si vous voulez, au fond, ces exploitations-là, pour être un tout petit peu caricatural, sont de plus en plus solitaires et de plus en plus sociétaires. Et ça, c'est un phénomène. Et d'autre part, elles représentent un enchevêtrement de société. Je pense qu'on y reviendra tout à l'heure avec Dominique Granier, qui représente une complexité, voire un obstacle dans la transmission de l'outil économique, parce qu'elles sont très complexes et dotées, du point de vue du capital, de sommes qui sont difficilement transmissibles à une seule personne. Bertrand Hervieux, merci pour ce premier éclairage. Dominique Granier, donc président de la SAFER Occitanie. On le disait dans votre présentation, un homme de terrain. Ce modèle d'exploitation familiale, est-ce que ça va rester une exception? Parce que finalement, quand on regarde les autres pays de l'Union européenne notamment, on voit que c'est peut-être une exception. Ou est-ce que, comme le prédisent Bertrand Hervieux et François Purseigle dans leur livre, est-ce qu'on va vers une agriculture sans agriculteurs? Vous qui êtes sur le terrain, au plus près du terrain, vous les voyez monter ces phénomènes-là? Écoutez, d'abord, je suis ravi de débattre avec Bertrand Hervieux, qui est un sociologue éminent sur le monde agricole et qui m'a beaucoup appris et qui m'a aidé dans ma recherche sur l'agriculture de demain. Et donc, j'ai beaucoup lu et je suis ravi et honoré de débattre avec lui. Alors, ce livre, bien entendu, quand je l'ai lu, Une agriculture sans agriculteurs, c'est désastreux. Mais c'est tellement vrai. C'est tellement vrai, quand on pousse, on est d'accord pour défendre une agriculture familiale, mais comme le disait Bertrand, c'est 15% de l'agriculture actuellement sur 400 000 personnes. 15%, c'est l'agriculture familiale avec le conjoint. On défend une agriculture familiale, on défend un territoire, certes, mais il faut s'apercevoir que la firme est en train de remplacer la ferme. Et la firme, j'ai envie de dire, il y a une efficacité économique, une efficacité économique, mais un appauvrissement du territoire. Parce que comme le disait Christian Lambert il y a déjà une vingtaine d'années, on a besoin plus de voisins que d'hectares. Et la firme, elle a besoin d'hectares. Et donc, c'est un paradoxe. Mais il faut voir l'avenir et il faut surtout construire dans les 10 prochaines années, quoi. Il y a 400 000 agriculteurs, il y avait 23 millions d'agriculteurs en 1930, il y en avait 2 millions en 1970. Et à combien on va arriver? Est-ce qu'on va parler d'agriculteurs ou est-ce qu'on va parler d'actifs agricoles? D'ailleurs, est-ce que la question est bien posée? Est-ce que l'enjeu qui est devant nous, est-ce que c'est le renouvellement des générations ou est-ce que c'est le renouvellement des actifs plus globalement? Bertrand? Certainement. Enfin, je pense qu'il faut penser le renouvellement de génération dans d'autres termes que celui de l'installation, une installation pour un départ. Je pense que, honnêtement, il faut avoir le courage de regarder les chiffres en face. Quand on regarde, vous avez aujourd'hui 50% des chefs d'exploitation ont plus de 50 ans. Un quart des chefs d'exploitation a plus de 60 ans. Et sur ces exploitants qui ont plus de 60 ans, les 2 tiers n'ont pas de successeurs désignés. Donc on n'est pas du tout dans une perspective de renouvellement de 1 pour 1. Ça ne va pas se passer comme ça. Ça va se passer de façon beaucoup plus compliquée. On voit bien d'ailleurs qu'aujourd'hui, les jeunes qui arrivent dans l'agriculture
font souvent un détour par d'autres circuits professionnels, ne prennent pas la succession immédiatement de leur père. Ils vont de plus en plus se retrouver, ceux qui vont vouloir s'installer dans des structures complexes, comme je l'ai indiqué, qui vont se remanier. Parce que ce qui nous frappe beaucoup dans nos enquêtes, c'est que les jeunes qui veulent embrasser les métiers de l'agriculture ont l'ambition d'avoir leur propre projet. Il faut avoir conscience de ça. Ils ne veulent pas seulement reprendre une ferme, ils veulent construire leur projet. Et donc ça, c'est à la fois excellent, et en même temps, c'est une difficulté. Donc on n'est pas du tout dans une continuité de reproduction, à la fois sur le plan démographique, mais aussi sur le plan culturel. Dominique Ranier, vous évoquiez donc l'agriculture de firme. Est-ce que ce modèle-là, idéologiquement, il est acceptable, d'autant plus que cette agriculture de firme s'appuie sur un modèle d'exploitation qui repose sur une sous-traitance intégrale, parce qu'il y a à peu près, je crois, 7% des propriétaires qui sont rentiers et qui ne mettent jamais le pied sur l'exploitation. Tout est fait par l'entreprise en sous-traitance intégrale. Est-ce qu'idéologiquement, ça vous pose une difficulté, ça? Mais écoutez, d'abord, il y a une évolution du prix du foncier. En France, le foncier, on a le foncier le moins cher d'Europe. Et donc, il attire tous les capitaux du monde entier. On a le foncier le moins cher d'Europe, mais il est encore trop cher par rapport à ce qu'il rapporte. Et donc, on arrive donc, bien entendu, qu'il y a des firmes pour défiscaliser qui achètent, je dirais, des actifs agricoles. Il y a ce problème aussi du fermage, qui est plus adapté. On va en reparler. On va oser le dire, le fermage n'est plus adapté. Donc, certains notaires, certains centres de gestion disent que c'est une faute économique. On ne peut pas donner un fermage. Maintenant, il y avait un fermage familial, un fermage sociétal. Maintenant, c'est pratiquement terminé. On arrive au bout d'un système. Et donc, les firmes s'engouffrent dedans. Et l'efficacité économique, on en a besoin. Mais on a besoin aussi de ce rapprochement. Il y a un paradoxe. La société a besoin d'un agriculteur, du champ du coq, de la vache, de tout ce qui fait la ruralité. Mais quand on arrive au prix, on n'arrive pas à payer le prix qu'il faut pour avoir cet agriculteur durable que j'appelle. Donc la firme peut le remplacer, mais on n'en est pas encore à la disparition de l'agriculture familiale. On va installer encore des jeunes agriculteurs, mais comme le dit Bertrand, ce ne sera pas un départ pour une arrivée. Ouais. C'est utopique. Si j'ai bien compris, vous considérez que les Français aiment leur agriculture et leurs agriculteurs. On l'a vu avec le Covid, beaucoup de citadins avaient envie d'espace et de respiration. Et on voit dans les évolutions décrites par Bertrand Hervieux que la ruralité est d'abord vue comme un cadre de vie plutôt qu'un lieu de production agricole. Est-ce que sur cette affirmation-là, est-ce qu'il faut s'inquiéter de l'acceptabilité des pratiques agricoles, des activités agricoles et finalement du bien vivre ensemble dans nos campagnes? Mais vous savez, il y a de moins en moins d'agriculteurs qui font partie des conseillers municipaux. Donc ils ne travaillent plus, je dirais, dans la ruralité, donc ils ne comprennent pas le problème. On le voit avec les prédateurs, on le voit avec les loups, on le voit avec les ours. On le voit avec le problème des sangliers, on le voit avec le changement climatique. Quand on fait une retenue d'eau, c'est un peu de la conspiration. Tout ça mêle qu'on aime l'agriculteur pendant 10 jours au salon de l'agriculture. J'ai l'impression de dire que voilà, 3 jours avant le salon, on en parle, pendant le salon et après. Et puis après, on oublie. Et on oublie quand même que l'agriculture, c'est quand même le métier qui nourrit le monde, quoi. C'est heureusement qu'il y a l'agriculture. Certains petits disaient, mais qu'est-ce qu'ils font ces agriculteurs dans la campagne en plein soleil en train de bûcher alors qu'il y a tout au supermarché? Voilà la réflexion. Donc il faut redonner la vie au monde agricole et communiquer et former. Et je crois que Bertrand le fait avec François Purseg quand il écrivait sur l'agriculture sans agriculteurs. Mais nous, notre rôle à nous, responsables agricoles, c'est de former cette jeunesse qui arrive, qui sera des consommateurs de demain, à manger mieux et surtout acheter, je dirais, localement. Parce que tous les politiques que nous avons entendus, tous les ministres, tous les députés, les présidents de conseils généraux et autres, qui passent dans le système, qui disent tous il faut manger mieux, il faut manger locavore, et pourquoi pas manger bio. Mais je crois qu'ils n'ont pas réalisé qu'il fallait mettre le prix
Et l'alimentation, ça a un prix. On va reparler de souveraineté alimentaire. Bertrand Hervieux, merci Dominique. S'agissant d'appréhender donc les enjeux et les conséquences de ces mutations sur l'accès au foncier et l'impact qu'on a commencé à évoquer sur le renouvellement des générations, en quoi le phénomène sociétaire que l'on évoquait tout à l'heure participe-t-il finalement de cette complexification pour la transmission du foncier d'une génération à l'autre? Alors, préalablement, je voudrais dire que finalement, on se retrouve dans une situation, non pas à 2 agricultures, mais moi je pense qu'on a 3 types d'agriculture. On a ces agricultures que nous avons appelées effectivement des agricultures de firme, hein, qui sont construites sur des formes de sociétaires, je vais y en venir. Deuxièmement, on a des agricultures familiales qui demeurent, hein, il faut le redire quand même, c'est pas parce qu'émergent d'autres formes qu'elles disparaissent complètement. Et puis il y a une 3e forme d'agriculture qui est elle aussi un peu moins visible et plus difficile à appréhender, qui sont autour de ces micro-fermes, de ces micro-exploitations qui relèvent plus de la start-up ou de la micro-entreprise que de véritablement une exploitation agricole assez diverses, parfois éphémères, hein, il faut bien le dire, qui ne sont pas forcément où ceux qui la construisent ne se voient pas forcément dans ce métier pour la vie, qui sont plutôt adossés à des collectivités territoriales dans un milieu urbain, périurbain. Enfin, c'est aussi le phénomène de l'agriculture urbaine, vous voyez. Projet alimentaire de territoire. Voilà, les projets alimentaires de territoire. Donc, moi, j'insiste auprès des professionnels sur le fait que ces agricultures-là, qui, encore une fois, sur le plan économique, ne vont pas nourrir la France, hein, on est bien d'accord, mais qui, d'un point de vue culturel, sont très, très importantes dans le lien entre les urbains, les consommateurs, etc., et le monde agricole. Et là-dessus, je pense que les affaires ont à se pencher et ne pas laisser ce marché, si je puis dire, uniquement aux établissements fonciers régionaux, qui a là ou à terre de liens. Je pense que les affaires ont aussi une carte à jouer sur cette agriculture périphérique, mais j'insiste, qui sur le plan culturel a beaucoup d'importance. Alors, revenons sur les agricultures sociétaires complexes. Oui, elles représentent quand même une vraie difficulté de transmission. Si nous reprenons l'histoire, en fait, ces formes sociétaires, elles ont commencé à émerger à la fin des années 60, surtout dans la décennie 70-80. Hein. Et au fond, 70-80, ça représentait quoi? Ça commençait à représenter un changement de génération, de la génération de l'immédiate, de l'avant-guerre et de l'immédiate après-guerre. Ces formes sociétaires autour des GFA, des SCEA, puis plus tard de l'EARL, mais plus tard, ont permis une transition de génération. Parce qu'elles ont distribué le capital entre les frères et sœurs. Celle ou celui qui restait sur la ferme progressivement rachetait les parts. Enfin, ça a pu se faire dans un premier temps. Mais maintenant, ça représente un capital tout à fait considérable qui n'est plus transmissible d'une seule fois. Et on est à la 3e génération. Ce qui a été possible entre 2 générations ne l'est plus à la 3e génération. Et aujourd'hui, on voit, la SAFER le sait bien, on vient de le voir par exemple sur la SAFER Nouvelle-Aquitaine, on vient de le voir à plusieurs reprises, des gros domaines, des grosses exploitations en forme sociétaire avec une nébuleuse familiale présente à la société, aussi bien du capital foncier que du capital d'exploitation. Les co-héritiers n'arrivent pas à trouver l'un d'entre eux pour reprendre l'ensemble des parts et on a une vente intégrale avec soit des porteurs de capitaux, plutôt des porteurs de capitaux, et on n'est plus du tout là dans une exploitation familiale, c'est trop clair, on est dans un modèle industriel. Est-ce qu'il n'y a pas également un phénomène de patrimonialisation où finalement et la famille et la rente, j'ai envie de dire, hein, que l'exploitant doit à ses co-héritiers, finalement qui jouent contre l'exploitation et où la terre est d'abord considérée comme un patrimoine financier avant toute chose? Si vous voulez, le jour où on a transformé le capital foncier
en part de société et non plus en détention d'une part cadastrale, d'un domaine cadastral, d'un lopin cadastral. Vous n'avez plus du tout la même relation à ce capital foncier. Vous calculez le revenu que pourrait vous apporter ce capital immobilisé et non plus le patrimoine que représente encore une fois une parcelle de terre. Donc vous faites la comparaison, ne se fait plus de la même façon. Et donc vous avez envie d'avoir un retour sur investissement. Et vous voyez que votre retour sur investissement, il n'est pas le même si vous êtes une part de capital foncier. Si vous le comparez à 1 mètre carré d'appartement, la messe est dite. Donc là, vous êtes en train de nous dire que ça pourrait jouer contre une gestion durable des sols et peut-être même contre notre souveraineté alimentaire ? Alors sur la souveraineté alimentaire, peut-être pas. Sur la gestion durable des sols, il y a un effet paradoxal. C'est que effectivement, si vous regardez votre sol comme un capital foncier à rentabilité de court terme, vous avez intérêt à l'épuiser. Et vous êtes effectivement à l'inverse d'une vision durable ou agroécologique de votre territoire. Mais, on peut aussi considérer que ces formes complexes, avec un fort capital investi, sont aussi des formes suffisamment vastes pour faire appel à des prestataires de services suffisamment équipés à la fois intellectuellement et en matériel pour assurer une gestion durable du territoire. Voilà, faut nuancer le propos. Ouais. Je nuance, c'est-à-dire que je pense que dans cette affaire, il faut se garder de diaboliser l'émergence de ces systèmes. Il faut les comprendre pour les maîtriser avant de les diaboliser. Merci Bertrand Hervieux. Dominique Granier, président de la SAFER Occitanie. S'agissant de faciliter l'accès au foncier, parce que quand on parle installation, on parle nécessairement accès au foncier. Est-ce que le dispositif, le modèle de régulation à la française, tel qu'on le connaît, s'agissant de la régulation par le prix, par l'orientation du foncier qui se libère, est-ce qu'on peut dire finalement ça marche si on se compare à d'autres dans l'Union européenne ou par-delà la planète ? Non seulement je peux dire que ça marche, mais ça a marché pendant 60 ans. Et je dirais on complète l'effort de la SAFER, c'est-à-dire que on est envié par les autres pays. On a réussi à réguler le prix du foncier. Quand on va au Luxembourg, c'est 80 000 € l'hectare, en Belgique, c'est 60 000. On était avec le président Yest il y a 3 semaines à Berlin, reçu par le secrétaire d'État à l'agriculture qui voulait voir comment marchait la SAFER. Ben, il y a 1000 personnes qui travaillent encore. Nous, en France, il y a 1000 personnes qui travaillent pour les SAFER. Mais en Allemagne, le prix de la terre, c'est entre 50 et 100 000 €. Donc, on a réussi à réguler, tout en restant dans le prix du marché. Parce que si on n'est pas dans le prix du marché, on s'en va. Et pour autant, on voit quand même bien cette déconnexion s'amplifier entre la valeur patrimoniale de la terre et la valeur économique, c'est-à-dire le revenu qu'on est capable d'en tirer. Oui, alors pour faire écho à ce que disait Bertrand sur les GFA, je suis moi-même fermier d'un GFA familial et on arrive au bout. On arrive au bout d'un système, je suis fermier avec une ERL et on arrive parce que bientôt il va falloir, je dirais, rembourser certains neveux, nièces et frères et sœurs. Et donc il faut trouver un autre modèle. Le système GFA a marché une génération, voire 2. Elle ne passera pas à la 3e génération. Donc il faut chercher d'autres modèles. Alors le modèle le plus fort, c'est quoi c'est qu'il faut alléger le coût de l'installation. Ça, on le dit depuis le début. J'étais au CDJA il y a déjà quelques années, une 30aine d'années. Il faut alléger le coût de l'installation. Les agriculteurs qui veulent s'installer, il leur faut des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros. C'est pas possible. Donc je dis que demain, peut-être que le foncier n'appartiendra pas à l'exploitant. J'en suis un exemple. Depuis 35 ans que je gère mon exploitation, le foncier ne m'appartient pas et je paye un loyer. Et donc demain, il faut trouver d'autres porteurs de foncier et ça existe. Ça existe, il y a des GFE, il y a le directeur de Terra Hominis qui est ici, il y a Terre de Liens. Il y a une foncière régionale qu'on a faite en Occitanie avec Carole Delga, avec la SAFER bien entendu, et le Crédit Agricole et le groupe coopératif de chez nous. C'est en marche, ça y est.
On essaie de faire une foncière nationale avec des budgets, je dirais, un peu plus importants. Et puis il y a des foncières privées qui se font, des GFV, et c'est important. Parce que l'agriculteur de demain ne fera peut-être pas le métier pendant 40 ans. Il pourra le faire pendant 15 ans, 20 ans, ne serait-ce que économiquement ou socialement. On a tellement de propriétés qui se vendent pour des causes de divorce. Alors des fois c'est un calcul économique qui n'est pas bon, mais souvent c'est les divorces. Et donc ce métier d'agriculteur, il peut être passionnant, mais en ce moment, vous avez vu, la jeunesse est différente qu'il y a 20-30 ans. Peut-être que les systèmes laitiers, vous avez vu le système laitier, comment dire à un jeune agriculteur, il va rester dans sa ferme, tout seul avec sa femme, en train de traire des vaches tous les jours, 2 fois par jour, sans avoir de week-end, sans avoir de vacances. C'est un modèle d'hier. Il faut inventer le modèle de demain. Et il existe déjà ce modèle de demain. Il existe dans les petites sociétés à droite à gauche, sans aller dans la ferme 1000 vaches. Il faut réorganiser le travail, je dirais, parce qu'il va falloir toujours du lait. Hein, je vois l'exploitation de Roquefort chez nous en Aveyron, bien entendu. Mais il faut mutualiser, il faut créer des CUMA, il faut travailler en groupe. Moi qui suis dans une cave particulière, un vigneron indépendant, je prône la coopération comme un modèle idéal, mais un modèle où l'humain est au centre de la coopérative. Et non pas ces grosses coopératives que nous avons créées, qui nous échappent complètement, et c'est la finance qui dirige la coopérative. C'est l'humain au sein de la coopération. Oui. Pour autant, on pourrait quand même s'interroger sur les risques potentiels d'aller chercher des investisseurs extérieurs, parce que est-ce qu'il n'y a pas un risque d'accaparement aussi par certains groupes industriels qui voudraient sécuriser leur propre approvisionnement et qui investiraient massivement dans le financement du foncier pour derrière mettre ce foncier à disposition d'agriculteurs? Est-ce qu'on n'est pas dans la quadrature du cercle là, un peu dans... Justement, je citais une annonce parue dans Les Échos, le journal des Échos, qui était l'annonce qui était la suivante. Investir dans les terres agricoles, c'est un actif à fort potentiel pour investisseurs. Ce sont des actifs réels. C'était une annonce de BNP Paribas dans Les Échos. Donc oui, il y a des risques, mais en même temps, je pense que le monde agricole a quand même toute une culture, comme le rappelait Dominique, de la coopération, du mutualisme, etc. Et je pense qu'on devrait, de même qu'on a inventé les SAFER, on peut très bien aussi inventer des outils complémentaires aujourd'hui de fonds non spéculatifs ou semi-spéculatifs, avec la Banque des dépôts, avec le Crédit agricole, avec les collectivités. Les collectivités, moi ce qui me frappe, c'est que les collectivités sont extrêmement sensibles sur cette question du foncier et de l'utilisation du foncier. Donc est-ce que ce sont les régions? Est-ce que ce sont les grandes métropoles? Mais il y a probablement un dispositif pluripartenarial, vous voyez, de construction de ces foncières, pour reprendre le terme de Dominique, je pense qu'il est excellent, hein, de construire des foncières porteuses avec des conditions, et là-dessus d'ailleurs, sûrement avec de nouvelles conditions de fermage qui ne seront pas celles de la loi de 46, hein, je pense. Et là, il y a quelque chose à inventer qui est tout à fait excitant, hein, disons-le, qui peut être vraiment porteur d'innovation. Dans les commerces, ça marche. Dans les commerces, il y a les murs et le fonds de commerce. Il n'y a pas de raison, et ça existe dans toutes les villes. Le fonds de commerce, le propriétaire du fonds de commerce n'est pas automatiquement propriétaire des murs. Et pourquoi pas dans le monde agricole? Pourquoi pas dans le monde agricole? Donc ça ne me choque pas, ça ne me gêne pas. Le tout, c'est d'encadrer juridiquement. Que ce soit des grosses firmes qui soient propriétaires du foncier, c'est une chose. Mais vous savez, à la SAFER Occitanie, quand il y avait la SAFER Languedoc-Roussillon, il n'y avait pas de convention de mise à disposition. La SAFER Occitanie, maintenant, a plus de presque 60 000 hectares de conventions de mise à disposition, 3 ans, 6 ans, 9 ans, qui n'effraient pas le propriétaire, parce que donner une terre en fermage peut effrayer le propriétaire, parce qu'il ne la maîtrise plus. Parce qu'un fermage, c'est très long pour faire partir un fermier. Et j'en sais quelque chose. Donc,
Donc il faut inventer cette nouvelle mode d'exploitation. Et puis, de toute manière, on a le foncier le moins cher d'Europe, mais il est encore trop cher par rapport à ce qu'il rapporte. Et vous savez, l'adage qui dit « l'agriculteur vit pauvre et meurt riche », je n'ai vraiment pas envie de mourir le plus riche du cimetière. Et donc, à partir de là, il faut trouver ces modes d'exploitation différents. La SAFER aide. Et je dis souvent, il faudrait supprimer la SAFER pendant 3 mois pour voir l'utilité de la SAFER par rapport au nombre de personnes qui veulent vraiment acheter du foncier en France. D'où l'importance de cet outil pour réguler encore ce foncier. Bertrand Hervieux évoqué la contribution des collectivités locales au financement du foncier. Dans un certain nombre de territoires, les régions interviennent en appui du financement du portage foncier. C'est un outil que la SAFER développe. Oui, mais je crois qu'on est allé trop loin. Je me rappelle d'une réflexion que j'avais eue avec mon ancien maire de Montpellier, Georges Frêche. J'avais dit qu'est-ce que vous attendez pour faire des ceintures vertes. Et je prenais l'exemple de Nantes, de Rennes, de Barcelone, qui ont bloqué 3000 hectares entre l'aéroport et Barcelone. 3000 hectares pour nourrir les Barcelonais. Nous avons le devoir, maintenant avec la crise énergétique, de proposer le produit autour de chez nous. Kilomètre zéro, les Américains font ça à Détroit. On n'a pas de réseau. Pourquoi pas, on le ferait avec des ceintures. Alors, ce foncier, il faut le maîtriser. La SAFER peut aider à le maîtriser, mais elle ne peut pas tout acheter. Oui. Il faut que les banques, les collectivités, la coopération, pourquoi pas. Il faut des investisseurs pour bloquer le foncier et qui ne changent pas de main. Il ne faut pas faire rêver les gens. Vous savez, un foncier, ça peut être à 1 euro le mètre carré, comme à 150 € le mètre carré. Et on est en train de faire des millionnaires à un coup de crayon. Je n'y crois pas. Enfin, je n'y crois pas, je n'en veux plus. Parce que c'est tellement important de préserver la terre nourricière. Il va falloir nourrir 8 milliards de personnes. Comment on va les nourrir demain? Alors certains disent il faut qu'on fasse que du bio, d'autres qui disent au contraire. Donc, il y aura plusieurs agricultures, bien entendu. Certes, on dit souvent l'agriculture durable qui fait de l'économique, de l'environnement et du social. Le social, on en fait avec du bio. Pourquoi? Parce qu'un agriculteur, 1 hectare en bio, c'est un équivalent de temps plein. 1 hectare de légumes, c'est un équivalent de temps plein. Et je trouve qu'en ce moment, en France, et on le disait en aparté avec Bertrand, on n'aide pas les producteurs de fruits et légumes. On aide les céréaliers, on aide les laitiers, on aide les vignerons à planter les vignes, et on n'aide pas les fruits et légumes. Et on a besoin de fruits et légumes et on importe autant, plus de 60% de nos fruits et légumes. Donc, il y a un paradoxe. Dominique, je vais vous ramener vers un sujet un peu moins sexy sur la question donc, de la montée en puissance du phénomène sociétaire qu'on évoquait tout à l'heure et sur les problématiques de régulation. Parce que tous ceux qui voulaient contourner le droit de préemption de la SAFER ou le contrôle des structures de la CDOA, ils le faisaient allègrement par le transfert de parts de société. Bon, il y a la loi Sans Passe-Tout qui a été votée au mois de décembre 2022, si je ne m'abuse. L'application se met en œuvre progressivement. Est-ce que c'est une bonne base, selon vous, pour mieux réguler le marché des parts de société et éviter tous les contournements qu'on a pu voir sur le transfert donc, de parts de société? Quel travail de fond nous avons fait au niveau de la FNSAFER. Et merci à Jean-Bernard Sempastou, ancien député des Hautes-Pyrénées, qui a fondé cette loi et qui a travaillé avec l'ensemble, je dirais, des parlementaires, qui a su convaincre. C'est évident qu'il fallait cette loi. Alors, elle n'est peut-être pas aboutie à plein pot, mais déjà, c'est une base. C'est une base pour la transparence des propriétés qui se vendent en France. Hein, on a de suite, cette loi est sortie par rapport aux Chinois qui ont acheté dans la Vienne et les châteaux bordelais qui se vendaient. Je crois que maintenant, il va y avoir une transparence. Ça y est, elle est en application et les parts de société sont contrôlées. Sont contrôlées par les SAFER via la préfecture. Au moins, on sait ce qui se passe. On sait ce qui se passe. Et puis, dans les SAFER, vous savez, il y a les commissaires du gouvernement finance, commissaires du gouvernement agricole, qui dépendent du DRAF, et le DRAF dépend du préfet. Et donc, on travaille en étroite collaboration. Ce matin, on recevait le préfet de région d'Occitanie avec le directeur général de la SAFER. On travaille main dans la main. Je veux dire, sur 95% des dossiers, on est d'accord. Et donc, cette loi est bienvenue. Et bienvenue, elle a été voulue par les politiques, critiquée par les propriétaires fonciers,
parce qu'il y a toujours les propriétaires fonciers qui veulent vendre quand ils veulent et où ils veulent et à qui ils veulent. Mais la SAFER existe depuis 60 ans, elle continue, elle fait son rôle, elle a évolué. Et cette loi permet à cette évolution de la SAFER de gérer cette transparence. On n'a pas le droit de faire partir notre foncier sans savoir où il va. Ouais. Et j'imagine qu'il ne s'agit pas de tout contrôler, mais plutôt de mettre le focus sur les grosses opérations, je dirais à caractère presque abusif. Ben, exactement, mais contrôler tout. Vous savez déjà, la SAFER contrôle pas mal de choses. Quand il y a Pierre qui vend à Paul, il y a une DIA, une détention d'intention d'aliéner, qui passe par la SAFER et qui demande si on peut préempter ou non. Vous savez, les préemptions en Occitanie, c'est moins de 5%. Mais ça fait peur. Et ça évite que certaines personnes, je répète qu'on a toujours le foncier le moins cher d'Europe et qui est prisé par l'ensemble des Européens et du monde entier. Tout le monde veut venir chez nous. La SAFER, heureusement, cet outil existe pour cette régulation et cette transparence encore plus forte maintenant avec la loi sans passe-tout. Merci, merci Dominique Bertrand. Bertrand Hervieux, donc sociologue, je reviens vers vous. On évoquait donc l'évolution des modèles finalement, hein, avec notamment donc, ce désir de micro-ferme, avec des profils nouveaux hein, qui arrivent de l'extérieur de l'agriculture, et c'est probablement nécessaire. S'agissant d'accompagner ces porteurs de projets, parfois atypiques, hein, vous l'avez souligné, faiblement économique, mais important d'un point de vue culturel et social. Est-ce que vous avez le sentiment, parce qu'on évoquait l'action de la SAFER et la contribution de la SAFER dans cet accompagnement, est-ce que selon vous, les SAFER, d'une manière générale, pas seulement la SAFER Occitanie, mais est-ce qu'elles doivent, selon vous, faire plus et mieux pour accompagner ces mutations ? Dans ce phénomène de renouvellement de génération, il faut avoir bien conscience d'une chose, c'est que le vivier des enfants d'agriculteurs n'est plus... ce seul vivier ne permet pas le renouvellement de génération. Donc il faut avoir bien ça en tête, ce qui veut dire que si véritablement on veut garder des actifs agricoles suffisamment nombreux, il faut élargir ce vivier, donc accepter que des jeunes venus d'autres horizons entrent dans ces métiers. Et donc il est clair que l'accompagnement de ces jeunes qui vont rentrer dans ce métier par des parcours tout à fait différents que par notamment, certes une formation, mais aussi un apprentissage familial et une transmission familiale. On n'accompagne pas de la même façon dans l'installation un enfant d'agriculteur et un jeune qui vient d'ailleurs, c'est trop clair. Or, tout notre système d'accompagnement quand même est construit sur la reproduction du modèle de l'exploitation familiale. Et c'est ça une des difficultés. Alors les affaires ont leur rôle, bien entendu. Je crois, Dominique, sans faire de provocation, que quand même les transferts à l'intérieur des SAFER se sont beaucoup plus faits sur des agrandissements d'exploitation familiale existantes que sur de nouvelles installations ex nihilo. Ça n'est pas scandaleux de dire ça, ni une provocation. Et je pense que oui, il y a un regard neuf à porter sur d'autres approches, d'autres modes d'installation qui supposent, on vient de le dire à l'instant, de nouveaux modèles de portage du foncier, hein, puisqu'on ne va pas avoir des successions de père en fils ou des élargissements familiaux. Donc c'est vraiment un grand tournant. Et est-ce qu'on arrivera à le prendre ? Je ne suis pas prophète. Je dis qu'il y a une opportunité parce que il y a un désir de ce métier. Mais sous des formes qui sont... ceci fait complètement partie, si vous voulez, de cette fragilité de l'exploitation familiale. Pour reprendre Bertrand sur l'installation, en Occitanie, sur 20 000 hectares rétrocédés, 8 000 étaient pour l'installation. Un tiers, en 2022, un tiers pour l'installation. C'est pas mal, mais c'est
C'est le plus gros, c'est la SAFER qui installe le plus. Le plus, oui. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un problème d'adéquation entre le foncier qui se libère et celui qui est désiré par notamment ces nouveaux profils d'agriculteurs sur des micro-exploitations en bordure de grandes villes? Est-ce que l'adéquation, finalement, ce n'est pas une difficulté pour essayer de faciliter l'accès au foncier? Vous savez, moi j'appelle toujours la SAFER, c'est un peu le parlement du foncier. On dit toujours que c'est un outil agricole opaque. Et là, ça m'horrifie parce que la SAFER, c'est 3 collèges. C'est les agriculteurs d'abord, chambre d'agriculture, syndicalisme, tous les syndicats, majoritaires, minoritaires. Un collège des collectivités, la région, les départements. Et un autre collège, il y a l'environnement, les chasseurs, le Crédit Agricole, le Groupama, la Fédération nationale des SAFER et l'État. Et ça dans chaque département? Dans chaque département. Et toutes les décisions sont prises, je dirais, au sein de ce conseil. Donc c'est vraiment, je dis le Parlement du foncier, tout le monde est représenté autour de la table. Et donc c'est transparent. Il suffit de venir. D'ailleurs, je demande à mes présidents du comité technique d'inviter, je dirais, le commun des mortels à venir voir comment on débat la SAFER. Et c'est évident qu'au départ, la SAFER a été installée en 60. C'était la JAC à l'époque, Jeunesse agricole chrétienne. C'était pour installer mieux et agrandir le petit agrandissement, pas le gros. Voilà, donc notre rôle est primordial en ce moment. On dit alléger le coût d'installation et surtout diriger l'installation. On a besoin de quoi? On a besoin des gens qui produisent du maïs à côté des rivières asséchées, qui vont exporter le maïs pour nourrir un bétail à l'extérieur, ou on a besoin d'agriculteurs qui vont faire des tomates, des melons, des asperges ou autres pour le marché local. On choisit. À la SAFER, c'est des modes d'exploitation que nous allons choisir. Et je peux vous dire qu'entre les deux modèles, on a vite choisi. Donc notre rôle est primordial parce qu'autour, il y a la coopération, il y a l'équin, il y a les problèmes des fruits et légumes, il y a tous les responsables professionnels qui sont autour de la table et qui réfléchissent au modèle de demain. On a le devoir, je dirais, de regarder l'agriculture de demain pour nourrir la population. La crise énergétique fait que nous n'avons plus le devoir de manger, je dirais, du locavore. D'accord? Je me répète, mais cette terre nourricière, il va falloir la garder et préserver là où il y a de l'eau. Voilà, donc tout ce problème-là, on le gère aussi à SAFER en étroite collaboration, bien entendu, avec les chambres d'agriculture, parce qu'on est partie prenante dedans. Et c'est un ancien président de chambre d'agriculture qui parle. Et pour autant, donc, tous les porteurs de projets, quel que soit leur modèle, sont les bienvenus à la SAFER Occitanie pour participer à ce renouvellement des générations? Oui, il n'y aura pas qu'un modèle, il y aura plusieurs modèles. Les firmes, elles existent, on ne va pas les faire disparaître. Et les fermes familiales aussi. Il y a toujours cette agriculture, il y a plusieurs agricultures, mais il faut en être conscient. Il faut en être conscient et notre rôle à nous, responsables professionnels, c'est de faire toucher du doigt aux politiques. Parce que c'est le politique qui décide, c'est le politique qui met l'argent où il faut. Moi je dis souvent, pour aller plus vite, on a fait des autoroutes. Pour aller plus lentement, on a fait des ronds-points. Et pour mieux manger, il faut mettre de l'argent là où il faut. Il faut acheter le produit à juste rémunération pour que l'agriculteur soit durable. On a parlé de la loi Sempastou sur la régulation du marché des parts de société. On a parlé réforme du statut du fermage. Bertrand, j'aimerais vous entendre, puisqu'on approche de la fin de cet échange. Pour vous, la réforme du statut du fermage, c'est peut-être encore plus important que la régulation du marché des parts de société pour faciliter la transmission et l'installation? Oui, je crois que c'est très très important. Je pense que le statut du fermage, il a joué vraiment son rôle dans la modernisation et la possible stabilisation des fermiers. Mais aujourd'hui, il faut bien voir une chose, c'est que le fermier d'aujourd'hui n'est pas le fermier d'après-guerre. Le fermier d'après-guerre pour lequel on a construit le statut du fermage, c'était un statut qui était face à un propriétaire, parfois abusif, qui pouvait le virer tous les ans selon son bon vouloir. Aujourd'hui, on constate un paradoxe qui n'est pas suffisamment compris par le grand public. On a la proportion de terre en fermage a augmenté. Mais il faut bien voir que cette augmentation du fermage est liée à ses formes sociétaires.
Et souvent, le cas de Dominique est très clair, c'est-à-dire qu'une famille est propriétaire d'une exploitation et d'un foncier, et ce sont des membres de la famille qui sont fermiers de cette propriété foncière. Donc tout ça a complètement changé. Donc on garde un statut du fermage dans un contexte où la propriété foncière elle-même et l'exercice du métier de l'autre côté ont complètement changé et l'outil reste le même. Et donc ça provoque des blocages qui sont, je pense, tout à fait néfastes sur le processus dans lequel on doit rentrer. Et si vous mettez en perspective cette idée que nous développions sur l'idée de foncière qui pourrait porter du foncier, sur des formes d'exploitation qui soient beaucoup plus fluides à 10 ans, à 20 ans ou à 25 ans. Bon. Avec éventuellement plusieurs associés, etc. Voyez bien que ce statut du fermage, qui était encore une fois dans le face-à-face du fermier et de son propriétaire, n'est plus adapté. Mais le statut du fermage, c'est comme l'agriculture familiale, ce sont des vaches sacrées. Pourquoi ce sont des vaches sacrées? Parce qu'elles ont été conquises à un moment donné de l'histoire. Et grâce au statut du fermage, grâce à la modernisation de l'agriculture familiale contre l'agriculture patriarcale, on a modernisé la France. On a fait de la France une grande puissance agricole. La profession s'est organisée, elle a conquis, elle a construit le modèle de la première politique agricole commune. Et donc tout ça, ça a été une conquête, ça a été un succès. Et c'est beaucoup plus difficile d'abandonner des outils qui ont représenté des conquêtes et des succès que d'abandonner des outils qui ont été des échecs. Merci Bertrand Hervieux. Dominique Granier, ça sera le mot de la fin. On en a peu parlé pendant cet échange, on n'avait qu'une heure et le sujet était vaste, mais est-ce que finalement, s'agissant d'assurer un meilleur renouvellement de génération, parce que c'est ça le défi pour essayer de préserver le modèle agricole familial auquel vous êtes attaché, est-ce que la question centrale n'est pas la question du revenu agricole pour préserver l'attractivité du métier et inciter de nouveaux jeunes à aller vers ce métier et s'installer? Vous qui êtes du milieu viticole, un secteur qui souffre aujourd'hui. Viticole, agricole, je dirais par là que la nouvelle génération ne veut pas gagner 800 € par mois et travailler 70 heures par semaine. C'est terminé, on n'attirera pas nos enfants comme ça. Il faut qu'un modèle économique viable, durable, comme je le dis souvent. Voilà, donc c'est important ce qu'a dit ce statut de fermage. Pour moi, c'est obsolète, ça y est, c'est fini. C'est terminé, on ne pourra plus l'avoir ce modèle. Et il faut trouver d'autres modèles. Mais on n'attirera pas, je dis, l'agriculture se sauvera, pas qu'avec les agriculteurs. C'est la société qui doit se préoccuper du monde agricole aussi. Voilà. Partie prenante, la SAFER était un outil agricolo-agricole pendant 40 ans. Elle s'est ouverte à la société, elle s'est ouverte aux collectivités, et je crois beaucoup aux collectivités qui doivent investir dans leur agriculture, qu'ils veulent autour des villes, autour des villages. Vous savez, les chambres d'agriculture ont évolué, c'était les chambres d'agriculture et territoire. Dans le territoire, il n'y a pas que l'agriculteur. Il y a le maire, il y a le type qui s'occupe de la société civile, et l'agriculteur, bien entendu, qui est partie prenante. Eh bien, demain, pour nourrir la population, nous avons besoin de tout le monde, de l'effort. Vous savez, je me bats pour les cantines scolaires, avec l'association Un Plus Bio, on essaie que nos enfants mangent mieux. Et pour qu'ils mangent mieux, eh bien, il faut convaincre les politiques de mettre un peu plus d'argent dans le ticket de campagne. Et on arrive, et ça marche. Et ça marche parce que ce qu'on veut, c'est quoi? C'est passer de la fourchette à la fourche. C'est-à-dire, la fourchette, commandez-nous de quoi vous avez besoin. Vous avez besoin des pommes de terre, vous avez besoin des carottes. On trouvera le foncier avec la SAFER. On trouvera les agriculteurs avec le point d'accueil et installation. Mais il faudra trouver quelque chose. Il faudra trouver un prix, un juste prix qui, avec le prix et la quantité, fera le revenu des agriculteurs. Et là, on aura bouclé la boucle par rapport à l'agriculteur durable que je souhaite, je dirais, dans les prochaines années. Bertrand Hervieux, Dominique Granier, merci à vous deux donc, pour vos contributions, vos prises de position.
Alors, je ne suis pas payé pour, hein, mais je vous recommande vivement la lecture du très instructif ouvrage de Bertrand Hervieux, coécrit avec François Purseigle, Une agriculture sans agriculteurs, la révolution indicible. C'est aux éditions Sciences Po Les Presses. Merci à tous donc, pour votre participation. Et puis, retrouvez donc, dès demain donc, le replay de ce webinaire sur la chaîne YouTube donc, de la SAFER Occitanie.